Pour la première fois en France, en exclusivité, montez à bord de l'émission présentée par Maël Loz. Et bonjour à tous, je suis Maël, votre chef de gare, et je vous souhaite la bienvenue dans l'émission L'arrêt du quiz. Éloignez-vous du quai avant la fermeture des portes. L'arrêt du quiz, c'est la seule émission qui se passe sur les quais d'un métro, ouvert aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour visionner des documentaires au nombre de 5 sur la problématique des mégalopoles, et nos deux invités, Simon et Perrine, s'affronteront lors d'un duel quiz. Attention à la marche en descendant du train. Simon, Perrine, bienvenue sur le plateau. Ravi de te rencontrer, c'est la première fois. Simon, on se connaît déjà. C'est ta 8e édition et ta 9e défaite. On pense à toi. Bon, maintenant que le train est à l'approche, je vais vous rappeler les règles du jeu. Pour que vous puissiez vous affronter, vous allez ainsi que les téléspectateurs visionner des courts documentaires avant de répondre à quelques questions. Le réalisateur de chaque documentaire viendra ensuite sur le plateau pour nous parler de son film. Le candidat qui termine l'émission avec le plus de points l'emporte. Est-ce qu'on y va ? Nous démarrons de suite avec un documentaire écologique sur l'économie des déchets, réalisé par Thomas Claret et cadré par Armel Roudotte. C'est maintenant Magnéto. « 4 600 000 habitants, 238 500 tonnes de déchets par mois. J'ai décidé de voir les choses autrement. Je m'appelle Fanny, j'ai 23 ans et il y a un mois, j'ai découvert que je produisais 53 kg de déchets par mois. C'est l'équivalent de mon poids. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, faut absolument que je change mon mode de vie. Chaque seconde, 35 kg de déchets sont produits à Paris. Les ordures ménagères représentent 67% des déchets collectés. Avant, j'étais vraiment du genre à me dire j'habite à Paris, je peux pas vraiment limiter ma production de déchets. Et en fait, avec un minimum de recherche, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Le plus urgent concrètement, c'était la cuisine. Entre les emballages alimentaires, les bouteilles en plastique ou même mes épluchures, c'était la majorité de mes déchets domestiques. Le plus important pour moi, c'était vraiment de limiter au maximum mes déchets plastiques. Et grâce aux recherches que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu partout dans Paris des magasins qui vendaient des produits en vrac. Après quelques semaines, j'ai constaté déjà une nette amélioration. J'achète plus de bouteilles en plastique, donc du coup, j'ai beaucoup plus de place dans ma poubelle recyclable. Et en achetant en vrac, j'ai enlevé finalement tous les emballages de mes produits secs, donc du riz, des pâtes, des céréales ou encore de mes biscuits. Et ensuite pour les conserves, je privilégie vraiment les conserves en verre plutôt qu'en alu, et de même pour le carton.
30% d'un panier d'achat classique peut être acheté en vrac. On économise entre 10 et 15% du prix des aliments emballés, car on achète la quantité désirée. En France, il existe entre 500 et 600 enseignes qui permettent d'acheter en vrac. Mais finalement, un nouveau problème s'est posé. J'achetais beaucoup plus de fruits et légumes de saison, mais du coup ça me faisait aussi beaucoup plus d'épluchures. Donc finalement j'avais réussi à diminuer ma quantité de déchets, mais en réalité j'en produisais d'autres. Donc après une discussion avec un de mes amis, il m'a parlé d'une connaissance qui faisait du compostage. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est le compostage et depuis combien de temps tu le fais et pourquoi? Alors moi je suis maraîcher, donc en maraîchage on produit pas mal de déchets, entre guillemets, déchets organiques, donc tout ce qui va être désherbage, toutes les plantes des cultures de l'année passée, tout ça on le regroupe, on le met dans le tas de compost et on le garde et on fait du terreau tout simplement pour l'année d'après, soit en l'amendant, donc un amendement ça va être un rajout d'une matière organique qui va booster les plantes, soit comme ça pur pour faire des semis, pour faire du rempotage. Mais du coup si on veut se mettre au compostage un petit peu du jour au lendemain, comment est-ce qu'on peut procéder? Dans les coins comme ça un petit peu en campagne, déjà je pense que tout le monde le fait un peu plus ou moins. Après si tu habites en grande ville, sur Paris, tu peux trouver des jardins publics avec des compostières, donc toutes tes épluchures de légumes, tes coquilles d'œufs, ou si tu as des petites plantes sur ton balcon, etc. Tout ça tu le mets dans ton petit sac en papier, tu le ramènes au jardin public, tu mets ça dans la compostière et voilà, c'est réglé. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre et pas mettre dedans? Il faut éviter des plantes acides. Tu vas baisser le pH de ton compost, donc tu vas tuer certains types de bactéries, c'est pas bon du tout. Il faut éviter aussi les excès d'épluchures d'agrumes en fait, tout simplement. C'est super acide et tout ce que tu peux mettre, donc en variété, en grande quantité, tes déchets ménagers, donc épluchures de légumes, coquilles d'œufs, etc. Si tu as un jardin, toute la tonte de gazon, si tu as une haie, les tailles de haies, tout ça tu peux le mettre dans le compost. Le compostage, c'est une excellente chose. Je trouve que c'est un bel effort de la part des grandes villes de mettre en place et à disposition des compostières publiques, mais il faut que ce soit bien fait. Les déchets organiques représentent 36% des déchets ménagers. En Île-de-France, 163 000 compostières ont été distribuées par les collectivités. Seulement 10% des déchets organiques sont compostés aujourd'hui en France. Près de 70% du contenu de la poubelle pourrait être évité grâce à des actions de réduction, de réemploi et de valorisation. Depuis un mois, je me focalise beaucoup sur les déchets alimentaires, mais je suis consciente qu'il existe des solutions pour les déchets cosmétiques ou encore ménagers. Contrairement à ce que je pensais, j'ai réussi à changer mes habitudes sans trop faire d'efforts et en plus ça ne me coûte pas plus cher. J'ai l'impression de devoir réellement faire quelque chose pour la planète et depuis je suis vraiment en accord avec moi-même. Je sais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais je sais qu'on peut y arriver. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Fanny, dis donc. Vous connaissez les règles, enfin du moins tu les connais. Vous avez 10 secondes pour répondre à mes deux questions. Première question, quel matériau Fanny utilise-t-elle pour remplacer les emballages plastiques? Réponse A, du sable. Réponse B, du bois. Simon, concentre-toi. Réponse C, du verre. Ou réponse D, de l'uranium 235, réponse intéressante. Vous avez 10 secondes pour répondre. Perrine. Je dirais réponse A, du sable. Simon. Pas du tout, je dirais réponse B, du bois. Réponse B, du bois. Réponse B, du bois. Malheureusement, comme on s'en doutait, vous avez tous les deux faux. C'était la réponse C, du verre. 0-0. Pas de problème, il y a la deuxième question pour se rattraper. Simon, quel est le métier de Raphaël? Réponse A, pilote d'avion. Réponse B, agent RATP. Réponse C, garde forestier. Ou réponse D, maraîcher. Vous avez 10 secondes, réfléchissez bien.
Perrine, je sens que vous l'avez. La réponse D, maraîcher. Simon, Moi, réponse C, garde forestier. comme d'habitude, extrêmement décevant, c'est Perrine qui a la bonne réponse. 1-0. Sans plus tarder, je vais attendre un des cadreurs de ce documentaire. Armel Roudot, s'il vous plaît, entrez. Prenez place. J'ai quelques questions pour vous. La première, comment t'es venue l'idée de ce documentaire? Bah, avant tout, moi je suis cadreur, alors c'est plutôt un réal qui m'a contacté. Il m'a dit, est-ce que tu as envie de travailler, gagner de l'argent? Et moi j'ai dit ouais. Ça se tient, le principe de base de l'économie. Espères-tu changer les mentalités avec ce documentaire? À vrai dire, j'espère, mais franchement, enfin en tout cas mon souhait c'est que je sois contacté pour d'autres projets grâce à ce docu. Donc plus il fait de buzz, mieux c'est pour moi. Tu n'as aucune attache émotionnelle à ce projet? Non. Parfait, tu es vraiment le bon client. Comment s'est déroulé le tournage? Raconte-moi. À vrai dire, c'était pendant la canicule, il faisait très chaud. On bougeait beaucoup parce qu'on est allé à Paris, comme vous avez pu le voir dans le docu, on allait un peu partout à Paris. C'était effroyable, mais au final, ouais, je suis plutôt content parce que si ça fait du buzz, ça me fait du travail. C'est tout. Un bon vendu. Personnellement, est-ce que tu essaies de changer ta façon de consommer? Non, pas vraiment. J'ai vu que apparemment c'était pas très bien d'avoir pas mal d'emballages, d'acheter pas mal de trucs avec emballés. C'était mieux un peu le verre, mais à part ça, je ne changerai rien, non. On s'en fout. Complètement. Yes. Un conseil simple pour réduire la consommation quotidienne de plastique pour nos internautes? Acheter un peu moins de plastique. Que de bons conseils, terre à terre et pragmatiques, c'est ce qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on vient sur le prochain documentaire, le spot parfait, Magnéto. On allait au basket avec mes potes. Basket, ouais. Et genre en gros, il y avait des marches, tu vois, des petits trucs. On a commencé à sauter les marches, après à faire des petits trucs, sauter le trottoir et tout. Bah ouais, mais j'ai encore un truc à te faire. Ah vas-y, carrément, je suis chaud de te le filmer. Si, mais il y a un problème des fois tu vois, dans les skateparks aussi, ce qui fait qu'on fuit de temps en temps, c'est que c'est vraiment bondé. Et des après-midi, tu viens le samedi, il fait un petit peu beau, il y a des gens partout, et puis la pratique elle devient impossible, là où dans la rue ça reste plutôt accessible tout le temps. Quand on ne reste pas sur un spot trop longtemps et qu'on rebondit de spot en spot, on a moins de problématiques de conflit d'usage. Ce qui fait conflit d'usage, c'est quand on reste longtemps sur un lieu, que ça produit du bruit pendant longtemps. Tu fais forcément des rencontres alors dans la rue quand tu rides. Il doit y avoir des gens qui travaillent, même ici à Léon Cladel. Bah ouais, ça arrive, hein, que ce soit amical ou peu amical. C'est plus amical ou peu amical généralement? Alors, avec les civils, on est plutôt en relation musclée. L'inconvénient dans la rue, c'est les nuisances. On se fait virer très souvent quand il y a des habitations à côté, par exemple. Je pense qu'il y a un manque de communication entre la communauté, tu vois, du ride et puis la ville qui investit là-dedans, parce qu'il y a plein de skateparks qui se retrouvent à l'abandon, qui utilisent des modules pas adaptés, des modules qui pourraient être mieux conçus ou même pas forcément plus chers, tu vois, parce que nous on s'amuse, voilà, comme je t'ai dit, sur un trottoir. On n'a pas forcément besoin d'un truc extravagant, mais quelque chose en fait qui soit genre logique. Tu vois, dans une pratique, il faut quelque chose de logique. La société évolue, les générations se succèdent. Et on se retrouve maintenant avec des décisionnaires qui connaissent cette problématique. Et dans 10, 15, 20 ou 30 ans, ça sera totalement assimilé. Parce que les générations de maintenant ont grandi avec ce phénomène
seront aux commandes dans quelques années et pour eux, ce ne sera pas un problème, ce sera juste la normalité. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le skatepark qu'il y a dans la rue et l'inverse? Quand tu vas dans un skatepark, tu sais que tu vas être sur des modules faits exprès pour, donc que tu vas... Justement, ça devrait être encore mieux de savoir qu'on a des éléments qui sont faits pour nous, quoi. Bah ouais, en théorie, mais justement, tu vas dans la rue et que tu as du mobilier urbain qui n'est pas du tout fait pour la pratique des sports de ride. C'est le challenge de faire là où il ne faut pas faire. La commande, c'est justement pas un skatepark, c'est un espace public partagé. Parce qu'il y a du piéton, on est en voie urbaine, on est soumis au code de la route et pas à la norme skatepark. Donc c'est un espace hybride entre une création sculpturale et un espace de pratique et un espace public. Donc il y aura toujours du rider en ville. Voilà. Une des logiques qui pourrait être sympathique, c'est de multiplier des spots en espace public partagé et d'avoir à un moment un skatepark un petit peu le lieu fédérateur. Comme ça, le groupe d'utilisateurs peut se répartir sur différents spots. Au plus on multipliera les lieux de pratique, quels qu'ils soient, au plus on diffusera et on diluera le problème. Et du coup, si problème il n'y aura plus, de par sa diffusion dans la ville. Ces jeunes sont pleins d'ambition, pas comme mes gosses. On reprend les questions. Simon, Perrine, je rappelle les scores 1-0. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Complètement prêt. Prêt. Quel type de sport pratique l'IS? Réponse A, du skate. Réponse B, de la trottinette. Réponse C, du roller. Ou bien réponse D, du BMX. Vous avez 10 secondes. Rappelle-toi, Simon, que ton père m'a payé pour que tu gagnes. Perrine, je sens que vous l'avez. Je dirais la réponse D, du BMX. Pas du tout. Moi, je pense que c'est la réponse B, C, B, la patinette acrobatique, c'est ça? La patinette, vous voulez dire du roller? Non, la patinette. La patinette, c'est une très très mauvaise réponse de la part de vous deux. On reste sur un score de 1-0. Peut-être que la patinette sera la prochaine réponse, Simon. Deuxième question, pour limiter les conflits d'usage, que propose Constructo? Réponse A, plus de spots. Réponse B, une police des skateparks. Réponse C, limiter l'accès. Réponse D, sortir des villes. Vous avez 10 secondes, réfléchissez bien. En particulier toi, Simon. Perrine. La réponse D, toujours. Sortir des villes. Je dirais que la réponse A pourrait être intéressante. Multiplier les spots, les street spots, skatepark. Plus de spots, vous dites? Ouais. Mais c'est une excellente réponse, vous prenez votre envol. Un partout, désolé Perrine, il est relativement bon. Sans trop tarder, j'accueille un des techniciens qui a travaillé sur ce documentaire, Philippe. Bienvenue Philippe, quelle élégance. Eh ouais. Vous en avez bien plus que moi, Ouais. Asseyez-vous. Première question, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce documentaire? Qu'est-ce qui m'a... notre intervenant, réalisateur, chef op, Perchman, Sinan, m'a poussé dedans. Il m'a poussé en me montrant tous ces garçons dans la rue à poil, en train de suer. Qui n'a pas envie de travailler sur un projet avec des garçons à poil qui transpirent, quoi. Intéressant comme, Ouais. comme vision des choses. Ouais.
Penses-tu apporter des solutions aux riders à travers ce documentaire? Eh bien, je pense que le documentaire en lui-même est une solution, c'est juste faire du ride, quoi qu'il arrive, pas tenir compte. Le ride, la puff, tous ces trucs de jeunes. Comment a été la relation avec les riders et les riverains? Raconte-moi un peu le tournage. Eh bien, ouais, non existante. En fait, ça s'est très bien passé par une dame qui fumait une cigarette devant un magasin et qui regardait, qui n'était pas parisienne, quoi, qui voulait pas trop parler. Mais d'accord. Une anecdote croustillante. Un mot pour tous les internautes riders? Un mot, rider les trottes, rider les skates, rider tout, mais rider pas moi. Ne pas vous rider, j'entends bien. Une dernière question qui m'interpelle. Quelles ont été les difficultés de ce tournage? Alors, les horaires, de 14 à 16 sous le soleil, quoi, en août. Et puis, on n'a pas vu nos enfants aussi, ça nous en manquait. Nathalie et Kevin. Le petit, ouais. Tu connais bien tes gamins. Beau parcours de vie, ce qui me permet d'enchaîner sur un documentaire sur le parcours. J'ai nommé En suspens Magnéto. Quand tu commences le parcours, tu vois vraiment la ville différemment, quoi. Genre, les gens, ils sont sur leur téléphone constamment, la tête, elle est baissée, ils regardent leur téléphone, ou alors ils regardent là où ils mettent les pieds. Alors que nous, les traceurs, on est là, on a la tête dans le ciel, comme ça, on regarde les façades, oh, il y a moyen de monter ça, oh, il y a moyen de grimper par là, oh, la barrière et tout. Et à force de tellement regarder ce qu'il y a autour de nous, on regarde même plus où on marche et on se casse la gueule, tu vois. Enfin... Je m'appelle Jordan, j'ai 24 ans, j'habite en région parisienne et je fais du parcours depuis 2013. En explorant l'arrondissement du 13e que je connaissais pas, je suis tombé sur des traceurs qui m'ont accueilli bras ouverts. Ils m'ont fait découvrir la discipline, ils ont pris toute une après-midi à me montrer les techniques. Vraiment là, j'ai kiffé, j'ai pris mon pied, quoi. Quand je me suis dit ça, c'est le parcours, bah c'est mort, je reviens tous les jours, quoi. Et là, ça fait 6 ans et demi que tout le temps je continue, quoi. Après moins qu'avant, mais de toute façon, quand ça rentre dans ta vie, ça y sort pas. Le parcours, ça va vraiment être une méthode pour franchir des obstacles en courant, quoi. Il n'y a pas un but artistique derrière, tu vois. C'est vraiment l'efficacité, le déplacement primaire de base, quoi, dans le milieu naturel et urbain. J'avais vachement beaucoup plus accroché à la vie à la campagne qu'à la vie en ville, tu vois. Parce qu'en ville, comme tu as dit, c'est une fourmilière, il y a plein de gens, c'est pas respirable, tu vois, t'es oppressé tout le temps. En tant que civil, tu vas marcher dans la rue, tu vas te promener, mais tu vas emprunter les chemins que tout le monde prend, tu vois. Et quand tu fais du parcours, tu es un peu plus à l'écart, quoi. Tu prends conscience vraiment de ce qui t'entoure et tu le vois vraiment tel que tu es censé le voir. Mais j'aurai toujours cette partie du parcours dans mon cœur, dans mon esprit, qui fera que je regarderai toujours autour de moi maintenant, quoi. Avant, je me retrouvais face à un mur de 2,50 m. Bah, je me disais c'est pas possible, je le passe pas, quoi. Enfin, faut trouver un autre chemin. Avec le parcours, ça y est, je le passe, le mur de 2,50 m, tu vois. Les frontières, on les pose par terre. Tiens qu'à toi de les franchir. Aujourd'hui, t'es là, t'es présent, tu fais des sauts, tu te dépasses, mais faut que tu sois là aussi dans 10, 20, 30 ans, quoi. Faut pas que tu te dises ah bah quand j'étais jeune, je faisais ça et aujourd'hui t'es en fauteuil roulant, quoi. Si tu veux que ça dure toute ta vie, c'est à pratiquer de temps en temps, quoi. Au début, tu peux charbonner, y aller fort, tu vois. Mais après, je pense que ça a pratiqué une fois de temps en temps, quoi. Et même moi, j'ai fait cette erreur. Pourtant, j'ai commencé à 18 ans. Regarde, je me suis niqué la cheville. Voilà, être éduré, c'est compliqué quand même. Je commence à trouver ma place dans le milieu urbain. Mais après, dans le social, c'est une autre affaire, quoi. J'ai du mal à franchir à
à me confronter à ça, tu vois. Après, il ne tient qu'à moi de l'appliquer dans ma vie sociale et ouais, de persévérer et de m'acharner sur ce que je veux, quoi. En fait, c'est un état d'esprit. L'obstacle, il faut pas le fuir, tu vois, il faut le franchir, quoi. Faut se buter. Et pour l'instant, je suis encore dans un état d'esprit de réflexion, en mode bon, je continue. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de concret dans ma vie? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je le mette de côté pour après pouvoir en faire un sport une fois de temps en temps, quoi, en fait, tu vois, un loisir, un hobby, tu vois. Je pense qu'il vaudrait mieux pour moi que je le mette de côté, que j'en fasse un loisir, un hobby, que je continue à me la buter comme j'ai pu faire entre mes 18 et mes 22 ans, tu vois. Là, j'arrive à 25 ans, il va falloir que je travaille, que j'ai un appartement. Mais quand tu trouves quelqu'un dans ta vie, tu as envie de t'insérer dans la société. Quand tu es tout seul, tu as juste envie de vivre, que ce soit dans la société ou non, quoi. Aujourd'hui, je suis dans un stade où j'ai juste envie de vivre. Mais pourquoi pas m'insérer dans la société? J'ai quand même bien profité, quoi. J'ai une partie de moi qui dit continue, lâche pas et tout. En plus, il y a plein d'anciens, certains anciens en tout cas du sport, de cette discipline qui m'encouragent, qui me disent de passer un diplôme sportif et tout. Et là, c'est tout frais, ça fait 2 ans, quoi. Ouais, coach sportif, ouais, pourquoi pas, ouais. Être dans le sport, pourquoi pas, ouais, ça pourrait être sympa. Mais admettons que mon corps il est pété demain, je vois pas du tout qu'est-ce que je vais faire demain, hein. Franchement, désolé, je me vois pas. Hein. Depuis mes débuts, de toute façon, je me suis dit, hein, vas-y, je profite jusqu'à mes 25 ans et après on voit comment c'est. Tu vois. Quelle sincérité dans les propos et quelle image, quel chef opérateur. C'est le retour des questions. Je rappelle les scores, 1 partout. L'enjeu est immense, je vous rappelle. Il reste 3 manches pour faire la différence. Retiens 3 manches, Simon. Quelle est la devise du parcours? Réponse A, être et sauter. Réponse B, être et durer. Réponse C, avoir et donner. Réponse D, envoyer la purée. Vous avez 10 secondes pour réfléchir. Simon, réfléchis bien. Perrine, quelle est la réponse? Je dirais la réponse D. Envoyer la purée. C'est ça, envoyer la purée. Simon, arrêtez de rigoler. À vous. Je dirais la réponse B. Être et durer. Être et durer. C'est une excellente réponse. Félicitations. Perrine, vous pouvez toujours vous refaire sur la deuxième question. Comment Jordan a-t-il commencé le parcours? Un peu de fair play, Simon, s'il te plaît. Réponse A, il a regardé des vidéos sur Internet. Centre-toi. Réponse B, il a rencontré des traceurs. Tu l'as, c'est bien. Réponse C, il a suivi un ami. Réponse D, il a vu de la lumière, il est rentré. Vous avez 10 secondes pour me répondre. Perrine. C'est la réponse C. Il a suivi un ami. Simon. Ça reste dans la C, mais je pense plus que c'est par rapport à tout ce qui est pop, freestyle, tout ça. Réponse B, il a rencontré des traceurs. Excellente réponse. Je suis fier de toi. Merci. Un bon collègue. Perrine, malheureusement, vous avez perdu 2 points. Mais c'est pas grave, tout est possible. Il reste encore 2 manches. Nous accueillons maintenant le réalisateur de ce film. J'ai nommé Emmanuel Saïssé. Venez sur le plateau, s'il vous plaît. Bonjour.
Fais attention à Simon, il est dangereux. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de valider mon titre de transport. Excellent. On peut s'arranger. Boutade, je t'en prie, assis-toi. On s'arrangera plus tard. Première question. Comment t'es arrivé à écrire ton documentaire? Alors c'est en observant la ville et ses usagers, je me suis aperçu qu'il y avait des personnes en marge de ce flot qui pratiquaient le parcours, donc un art de se déplacer différent. Donc ça m'a intéressé, j'ai voulu comprendre qui se cachait derrière cette pratique. Quelle belle curiosité. Pourquoi tu as choisi ton intervenant, Alexis Jordan? Alors je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux, il poste quotidiennement des vidéos où il montre un peu ses exploits. D'ailleurs je vous invite à aller le suivre, Alex Street, très intéressant, très impressionnant. Vas-y, fais ta promo, il n'y a pas de quiproquo. Je t'en prie, continue. Voilà. C'est quoi ton point de vue sur le parcours? Alors l'idée du documentaire, c'était de donner un point de vue, le point de vue humain du parcours, qui se cache derrière cette pratique, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, pourquoi ils pratiquent ça, quelles sont leurs mentalités, voilà. Intéressant. Quelles ont été les difficultés de ce tournage? J'ai l'impression qu'il y en a une sacrément apparente. Alors ça saute aux yeux, notre intervenant, la veille du tournage, s'est cassé la jambe, mais finalement ça s'est tourné en notre faveur parce que ça donne une profondeur à son propos qui est assez touchant d'ailleurs. Quelle philosophie! Comment tu t'y es pris pour avoir un témoignage aussi sincère? Est-ce que tu as des conseils à donner un petit peu? La clé pour avoir un témoignage sincère, c'est tout d'abord mettre la personne à l'aise et puis essayer d'être informel, pas placer la caméra, projecteur dans la tête. Non, il faut être assez... faut créer un lien social, voilà. Excellente réponse, je leur ai dit pareil. Sans plus attendre, prochain documentaire, Paris bras ouverts, il est très touchant, Magnéto. Je m'appelle, j'ai 28 ans. Je suis en France il y a 2 ans. Je suis de la nationalité guinéenne. J'ai quitté de la Guinée, Bamako, Burkina, Niamey, Agadez, Libye. Libye, Italie, la France. Je suis dans le réseau Welcome il y a 8 mois. Ils m'ont promis qu'ils allaient trouver une famille pour moi. J'ai eu l'adresse des familles d'accueil, des personnes qui aident les demandeurs d'asile en France. Je suis accueilli dans la famille Bresson. Welcome nous a fait nous rencontrer de façon simple et très bien. On a pu nous voir et nous le voir et ça s'est très bien passé, très facilement passé. On est des débutants avec Vincent. On a commencé simplement en janvier dernier. Donc on a eu en fait 2 garçons, dont qui est arrivé le premier, avec son beau sourire. Il revient là pour la 2e fois. C'est pour nous l'occasion, à nouveau, peut-être d'être utile à des gens qui en ont besoin. Il n'y a pas un jour à la télévision sans qu'on soit percuté et surtout pas mal interpellé en disant mais la Méditerranée a été transformée en un immense cimetière, ça fait tant de personnes qui sont mortes. Ce discours-là fait que on est forcément, enfin moi en tout cas je me pose des questions. On a la chance d'avoir cette maison, on a de la place. La première rencontre avec la famille Bresson, ça a été super sympa et puis voilà, on s'entendait bien. J'étais content d'avoir une famille qui peut m'héberger pour ne pas rester au fait dans cette galère que je vivais en ce moment. C'est comme si je suis chez moi, donc il n'y a aucune différence. Faire la cuisine, ce n'est pas une obligation ni rien, c'est un plaisir qui vient de moi. J'ai faim. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Ça sent bon en tout cas. J'étais dans les 5-15 qui m'hébergeaient dans les urgences, mais ce n'était pas tous les jours. À chaque fois que j'appelle, on me prend. Des fois, on ne me prend pas, donc je me retrouve dans la rue. J'ai fait plus d'1 année et quelques que j'étais dans la rue. Je vois bien que par moments, il est extrêmement soucieux. Je le vois sur son visage. Il y a quelque chose de grave. Je l'ai vu tout de suite, en fait, entre son sourire et puis son côté enjoué et tout. Et puis, de temps en temps, on voit, et d'ailleurs, il le dit. J'ai fait tout possible pour cacher ce visage, mais voilà. C'est obligé.
Des fois, j'ai des stress, je n'ai même pas envie de parler ni manger. Et puis voilà, je suis toujours renfermé. Deux fois, ça m'arrive deux fois, d'être seul comme ça. Un jour, il y a des choses qui vont tomber, un coup près, il va être pris, il va être accepté ou pas, est-ce qu'il va avoir son droit? Là, le pauvre, ça fait combien de temps qu'il attend? Je suis là il y a 2 ans, donc pour le moment, rien n'a signalé d'abord, voilà, comme positif au niveau de ma demande. Donc c'est ce qui me fait un peu inquiet. Et au moment que j'étais dans la rue, le stress était à 100%. Maintenant, c'est devenu moitié-moitié. Maintenant, ça va. Ce n'est plus comme avant. On est content de lui offrir aussi ce havre, enfin, cette espèce de parenthèse, en fait. Si je suis complètement découragé de tout, et puis voilà, il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je me suis pas dit, c'est un étranger, c'est un grand garçon qui pourrait être notre fils. On voit pas comment on pourrait le lâcher, quoi, finalement. Quoi qu'il arrive, on a créé des liens et ça ne sera jamais oublié. Si je peux garder des contacts avec eux, bah oui, c'est sûr et certain. Quelle émotion étant moi-même un migrant, question de fiscalité à Monaco, je suis extrêmement touché. Nouvelle question. Combien de kilomètres a fait le demandeur d'asile avant d'arriver en France? Réponse A, 4000 km. Réponse B, 14 km. Réponse C, 9000 km. Réponse D, 2 années-lumière. Vous avez 10 secondes pour réfléchir. Perrine. Je dirais la réponse C, 9000 km. Habile. Vous dites? D'après mes calculs, je pense que c'est la réponse D. 2 années-lumière qui vaut environ 14-15 000 km. Ce qui me semble logique. Excellente réponse de la part de Perrine. Désolé, sinon tu t'y attendais pas du tout. On est sur un 3-2. Tu peux toujours te rattraper avec la prochaine question. De quel pays vient-il? Réponse A, la France. Réponse B, gynécologue. Réponse C, Guinée-Bissau. Réponse D, Guinée. Vous aurez la réponse après une courte page de publicité Magnéto. Vous avez parcouru 5 km. Vous avez dépensé 200 calories. Votre commande est prête. Ce sont de très bonnes montres, j'en ai moi-même 3. Je vous rappelle la question, Simon, Perrine. De quel pays vient-il? Réponse A, la France. Réponse B, gynécologue. Réponse C, Guinée-Bissau. Réponse D, Guinée tout court. Je vous en prie, vous avez 10 secondes pour réfléchir. Perrine. Réponse C, Guinée-Bissau. Simon. J'ai entendu Guinée, je ne sais pas, donc par hésitation, par défaut, je dirais Guinée tout court. Excellente tentative, comme d'habitude. C'est un échec. Perrine, vous emportez cette manche. Nous recevons maintenant la réalisatrice du documentaire Paris bras ouverts. Un pur plaisir de vous recevoir, Salomé Fischer. Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre un selfie, s'il vous plaît? C'est pour ma cousine de 8 ans. 8 ans. Vous m'enverrez son TikTok. Merci, ma grande. Question. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce documentaire?
Alors c'est le thème en fait qui m'a inspirée vu que c'est l'enjeu des mégalopoles de nos jours. Et je pense vraiment que l'enjeu des mégalopoles le plus important de nos jours, c'est l'arrivée de personnes d'autres pays, notamment à cause des problèmes politiques qu'il y a ailleurs ou climatiques, qui est d'actualité. Et je pense que c'est très important de parler du lien social qu'il faut qu'on mette en place avec eux pour les accueillir. Excellente réponse. Pourquoi votre intervenant est-il censuré ? Alors, nous l'avons censuré à sa demande, puisqu'il voulait garder l'anonymat pour éviter des problèmes dans le futur, que ça soit personnel, juridique, ce genre de choses. Et ça ne nous a pas posé de problème, parce qu'on pense qu'on peut s'identifier à lui sans connaître son nom ou voir son visage. Tu espères faire prendre conscience aux gens à travers ce documentaire de ce problème ? Ben oui, bien sûr. J'espère que les gens vont réaliser que le souci climatique à l'heure actuelle est grave et que bientôt on aura beaucoup de personnes à accueillir et qu'il faut vraiment qu'on leur apprenne notre langue et qu'on apprenne la façon de vivre en fait, le lien social. Comment tu t'y es pris pour t'immiscer dans cette famille-là ? Alors juste avant le documentaire et les interviews, on a fait un repas avec eux où on a installé une caméra pour les mettre à l'aise en situation. Parce que c'est pas facile d'être interviewé, c'est une question d'habitude. Et on a mangé avec eux, on a discuté et tout s'est très bien passé. Merci beaucoup pour ces explications, ce très beau documentaire. Très mauvaise transition pour le prochain documentaire qui s'appelle Bouchée triple, Magnéto. Bonjour, je m'appelle Marc, je viens de province et je viens de m'installer à Paris depuis peu. J'ai remarqué qu'ici, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un gros problème. Et du coup, j'ai décidé de faire un documentaire sur les initiatives qui ont été mises en place. En faisant de mes recherches, j'ai découvert une application qui s'appelle Too Good To Go, qui met en relation les commerçants et les consommateurs. Le principe de l'application, c'est pour les commerçants de pouvoir se débarrasser de leurs invendus et de les vendre à un prix bradé aux consommateurs qui vont réserver le panier ou les produits sur l'application. Et ils vont pouvoir venir les chercher et les ramener chez eux. Elle me propose des paniers en fonction de ma localisation, avec plusieurs catégories. Et moi, je suis intéressé par ce qui est à proximité. Du coup, je vais choisir un panier, puis je vais y aller et voir ce qu'il y a dedans. Je viens de récupérer le panier grâce à l'application Too Good To Go. J'ai eu un panier assez complet, hein, au lieu d'un panier qui vaut à peu près 12 €. Prix de base, et ben, je l'ai eu à 4 €. Et on a des fruits, des légumes, même des champignons. Ben voilà, on est arrivé devant le Naturalia de Bourg-l'Abbé, où on va rencontrer Aurélie à l'intérieur du magasin qui va nous expliquer les actions de Naturalia contre le gaspillage alimentaire. Salut Aurélie. Salut. Je suis Marc, bonjour. Est-ce que tu pourrais me montrer un peu votre Naturalia et ce que vous faites ici? Il n'y a pas de problème, suis-moi. Merci. Notre combat contre le gaspillage alimentaire a vraiment débuté en 2015 de manière générale à l'enseigne. Avant, c'était des petits partenariats de manière indépendante. On a commencé à développer le don alimentaire en créant des projets associatifs, soit avec des associations de quartier, comme par exemple les Éco-Charlie par rapport à ce magasin, ou ça peut être des grandes associations comme type les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire. Voilà, chaque magasin a son partenariat. Il peut s'avérer que sur certains magasins, on n'a pas encore d'association. Donc pour éviter justement le gaspillage alimentaire, on met en place Too Good To Go. En France, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, la loi Garot, mise en place en 2016, oblige les magasins à redistribuer leurs invendus contre un abattement fiscal de l'État. Des amis à nous nous ont parlé des gaspillages qui étaient faits dans les différents magasins, en l'occurrence bio, du quartier. On leur a demandé s'il était possible de récupérer ces invendus-là. On avait un magasin, puis deux, elle nous a proposé d'en avoir plusieurs. Et là, c'était vraiment la voie d'une activité associative, destinée aussi à d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. J'étais vraiment étonné, enfin, en tout cas agréablement surpris, de voir l'entrain qu'il y avait dans ce projet. Je suis quelqu'un qui est sensible aux inégalités sociales et que c'est quand même un peu rageant de penser que d'un côté il y a des gens qui ne s'alimentent pas bien ou qui n'ont pas les moyens d'acheter des fruits et des légumes et que de l'autre côté le système jette des produits bio par exemple de manière régulière, quoi.
400 grammes. Du coup, là, c'est la récolte que les Éco-Charlie ont fait aujourd'hui. Ils ont pu aller dans différents magasins et maintenant, ils vont pouvoir partager pour pouvoir avoir chacun des fruits de la récolte. Aubergine, il y en a une pour chacun, mais moi, j'en prendrai pas, donc voilà. Ah, il va nous sac à aubergine. Non, merci. Aubergine. Moi, mes premières récoltes, c'était un peu Noël. Quand tu vois ce que tu récupères, des choses que je pouvais pas forcément payer, du saumon bio, du saucisson bio, des choses comme ça, c'est hors de prix. Qu'est-ce qu'on donne comme type de produit? Tout type de produit. Ça passe par le pain, le frais, les fruits et légumes, l'épicerie. On donne vraiment de tout. En 3 ans, on a créé 3 antennes. Sur l'antenne de Paris, on récupère entre 1,5 tonne et 2 tonnes par mois. On aide une 50aine de familles, à peu près. Si on reprend l'année dernière, on a fait 662 000 repas. Et là, depuis le début de l'année, on est à 332 000 repas réalisés. Les initiatives fleurissent et je ne peux que penser que les Éco-Charlie sont pertinents parce qu'en fait, finalement, la démarche, elle est à la fois exigeante, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le gaspillage alimentaire, c'est une alimentation de qualité, c'est tisser du lien social, c'est inclure ceux qui peuvent être mis à la marge. Donc ce que je crois, c'est que des actions comme ça, elles peuvent être menées qu'à petite échelle, qu'effectivement, il faudrait qu'elles se multiplient, et d'autant plus que là est en train d'arriver et d'exercer une pression de plus en plus grande des acteurs qui sont loin d'être sur le modèle que les Éco-Charlie défendent. J'ai en horreur les légumes. Simon, toujours calibré. Je rappelle les scores, 3-3, c'est relativement serré. C'est la première fois en 8 éditions pour Simon. Question numéro 1. Combien de repas l'enseigne Naturalia a-t-elle distribué en 2018? Réponse A, 50 000. Réponse B, 90 000. Réponse C, 120 000. Et la réponse D, 668 000. Vous avez 10 secondes pour me répondre. Perrine, je t'écoute. Je dirais la réponse A, 50 000. C'est 50 000, exact. Simon. Réponse D, 668 000. Excellente réponse, Simon. Tu prends le large. Nous partons sur un 3-4. Deuxième question. Ne t'inquiète pas, Perrine. Combien d'antennes de l'association Les Éco-Charlie a-t-elle été ouverte? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Réponse D, c'est sûrement la réponse D. Vous avez 10 secondes. Allez, Simon. Perrine. La réponse B, 2. Simon. Dans le doute, je sais pas du tout, donc j'irai réponse D, réponse D. Quel échec lamentable, comme d'habitude, vous avez tous les deux faux. Réponse. Malheureusement, Simon a gagné, aussi étonnant que soit-il. Nous reprendrons les festivités plus tard. J'accueille d'abord Enzo Concello. Je t'attends. Voilà, qu'est-ce que Bonjour Maël. Ça va bien, puis prends place. Merci. Et j'aimerais que tu me racontes un peu d'où t'es venue l'idée de ce documentaire Boucher Triple. Alors cette idée, elle m'est venue avec Marc Torino qu'on voit dans le documentaire. En fait, lui vient de province et quand il est arrivé à Paris, il s'est rendu compte qu'on avait un problème ici, c'était le gaspillage alimentaire. Et du coup, on a décidé de montrer les actions qui ont été mises en place pour lutter contre ce fléau. Je comprends, plein de bon sens.
espères-tu changer les mentalités avec ce documentaire? C'était pas le but initial, mais effectivement, si ça peut aider à faire évoluer certaines mentalités, changer les modes de consommation, je suis pas contre. Carrément même. Parle-moi du tournage, comment ça s'est passé, des difficultés? Le tournage, c'était des conditions très compliquées, parce qu'on a tourné en pleine canicule, beaucoup de tournage extérieur, donc c'était dur, mais voilà, on a serré les dents et puis on a livré ce qu'on devait livrer. Ouais, serrer les dents. Personnellement, est-ce que tu essaies de changer ta manière de consommer? Pas vraiment. Ok, quelle honnêteté, j'adore ça. Est-ce que tu as un conseil à donner à nos internautes pour participer au projet? Mon conseil, ce serait d'éviter les supermarchés et de consommer mieux pour polluer moins. Habile, j'adore votre réflexion. Sans plus tarder, c'est la fin de notre émission. Le grand gagnant est Simon. Félicitations. Non, tu ne m'approches pas. Tu as gagné un pass Navigo mensuel pendant 1 mois et tu as gagné 10 points de retraite. Merci beaucoup. Sachant qu'aujourd'hui, tu ne peux pas l'utiliser, bien sûr. J'espère que ces documentaires vous auront montré les nouveaux enjeux des mégalopoles et qu'ils vous ont donné soif de bonne action. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouvel épisode de l'arrêt du quiz.